Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Mali is come back. Le Mali est de retour et il reprend sa place à hauteur de son histoire et de ses ambitions dans le concert des nations libres et démocratiques. C'est en ces termes que le président de la République s'est adressé aujourd'hui à la tribune des Nations Unies. Pour son premier grand oral en tant que chef de l'État, IBK a tenu à remercier l'ensemble de la communauté internationale pour son appui constant et multiforme à notre pays alors en crise. La page de l'occupation est tournée. Il faut nous attaquer aux vrais défis qui se posent à la région à présent. Décryptage de ce premier discours du président IBK aux États-Unis avec nos envoyés spéciaux Boubacar Touré et Brema Koulibaly. La voix du Mali a résonné largement au siège des Nations Unies ce vendredi. 3 semaines après son investiture, Ibrahim Boubacar Keïta est venu annoncer à la face du monde le retour du Mali dans le concert des nations. Les premiers mots de ce Mali laïque et démocratique qui a retrouvé son intégrité territoriale sont un témoignage franc et sincère à l'ensemble de la communauté internationale. Je viens devant vous pour témoigner la reconnaissance de mon peuple envers l'ensemble de la communauté internationale pour son soutien inestimable à mon pays, le Mali, qui a recouvré aujourd'hui sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Du haut de cette tribune et au nom de l'ensemble du peuple malien, je rends hommage à l'action de l'ensemble du système des Nations Unies, particulièrement au Conseil de sécurité, qui, à travers 4 résolutions, déclarations, a condamné l'agression terroriste djihadiste subie par mon pays et a réaffirmé son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, mon pays. Permettez-moi, Monsieur le Président, de dire ici ma gratitude envers l'UNESCO pour son engagement auprès du Mali, à travers la condamnation ferme de la destruction des mausolées et autres sites historiques du patrimoine culturel de l'humanité à Tombouctou et à Gao. C'est aussi le lieu de rendre un vivant hommage à la France et à son président François Hollande pour le déclenchement de la salvatrice opération militaire appelée Serval, qui a stoppé l'avancée des extrémistes djihadistes vers le sud du Mali. Je ne serais pas ici aujourd'hui sans son intervention. Qu'il me soit également permis de remercier la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'Union africaine et l'Organisation de la coopération islamique, OCI. Je fais ici également une mention spéciale à le président du Tchad, notre frère Idriss Déby Itno. Son pays a engagé 2000 hommes au Mali, parmi lesquels beaucoup sont tombés. Que tous les fils du Tchad tombés au Mali trouvent ici ma pieuse inclination sur leur tombe. Le chef de l'État a adressé une mention spéciale aussi à l'Union européenne pour le rôle important qu'elle a joué pour le retour définitif de la paix et de la stabilité au Mali. Une paix retrouvée grâce aussi à l'accompagnement des pays frères comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie et surtout l'Algérie et le Maroc. Aujourd'hui, le Mali tourne donc la page la plus sombre de son histoire. Celle qui s'ouvre est faite de challenges et le chef de l'État a bon espoir de réussir la réconciliation nationale, priorité parmi les priorités. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est dit déterminé à consolider la paix au Mali tout en mettant l'accent sur la réconciliation. Nous l'écoutons. La commission dialogue et réconciliation sera reconvertie en commission dialogue, vérité et réconciliation en vue de penser les plaies encore béantes de la société malienne. Monsieur le Président, les crises cycliques dans les régions septentrionales du Mali trouvent leur explication profonde dans les conditions de vie précaires de nos populations dans leur ensemble et de pauvreté générale. Un ministère de la réconciliation nationale et du développement des régions du Nord a été créé par moi dès mon arrivée aux affaires, en vue d'accélérer le développement en matière de santé, d'éducation et d'infrastructures. Je suis heureux de constater que la communauté internationale a compris ces enjeux et je tiens en cette occasion à exprimer ma profonde et sincère gratitude à tous les amis du Mali qui se sont engagés le 15 mai 2013 dans un élan fabuleux de solidarité exceptionnelle à soutenir la mise en œuvre du plan pour la relance économique et durable du Mali. Monsieur le Président, avec l'appui de la communauté internationale, le Mali s'attelle résolument à la consolidation de la paix, de la réconciliation nationale et de la refondation des forces de défense et de sécurité. La reconstruction des régions septentrionales dévastées par les forces terroristes et djihadistes, l'approfondissement de la gouvernance institutionnelle, ainsi que la relance
économique de notre pays. L'intégralité du discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à la tribune des Nations Unies, juste après ce journal. Depuis New York, le président de la République a réagi à l'annonce des rebelles Touaregs de la suspension des négociations avec le gouvernement. Pour Ibeka, rien ne pourra détourner le Mali de ses missions essentielles. Le Mali respectera ses engagements dans le cadre de l'accord de Ouagadougou. Le président de la République, au micro de nos envoyés spéciaux, Boubacar Touré et Ibrahim Koulibaly. J'entendais ce matin qu'il y avait une communiqué de suspension, mais qu'il ne m'inquiète pas, qu'il ne m'ébranle pas du tout, parce que le gouvernement est tout à fait droit dans ses bottes. Nous avons commencé à faire ce qu'il faut. Nous sommes aux affaires depuis 2 semaines. Déjà, que de choses engrangées. Et je l'ai dit, c'est une affaire de confiance. Vous me faites confiance, on me fera confiance. Dans ce cas, j'apprécierai. Mais ce que j'ai dit, je le ferai. Nous sommes en train, dans le cadre de l'accord préliminaire de Ouagadougou, de mettre en œuvre les dispositions qui étaient contenues. Et nous le ferons d'après le schéma qui a été convenu. Tous ceux qui n'ont pas le sang sur les mains, tous ceux qui ne sont pas des terroristes djihadistes avérés, verront leur sort allégé et traité comme il convient. Nous avons promis, nous le ferons. De là maintenant à essayer de nous bousculer, on ne bouscule pas. On ne bouscule pas, on ne tremble pas. Suite à cette situation, nous avons reçu un communiqué du gouvernement de la République du Mali, communiqué ainsi libellé après sa mise en place le 8 septembre 2013 sous la haute autorité du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le gouvernement a accompli les tâches suivantes. Premièrement, dans le cadre des mesures de confiance prévues à l'alinéa 3 de l'article 18 de l'accord préliminaire de Ouagadougou à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix signé à Ouagadougou le 18 juin 2013, le gouvernement a procédé à la libération de plusieurs personnes détenues. À ce jour, 32 personnes ont été libérées. Dans ce cadre, d'autres dossiers sont en cours de traitement, notamment celui des députés qui sont sous le coup de mandat d'arrêt international. Deuxièmement, l'organisation des forums de sensibilisation. En application de l'article 20 de l'accord de Ouagadougou, le gouvernement a organisé les 15 et 16 septembre 2013 les forums de sensibilisation dans les 3 régions du Nord en se rendant successivement à Tombouctou, Kidal et Gao. D'autres missions conduites par les gouverneurs et les préfets sont effectuées dans la même démarche, dans le même objectif. Troisièmement, le 17 septembre 2013, le président de la République a rencontré les groupes armés MNLA, HCUA, MAA et FPR. Lors de cette rencontre, le président de la République a fixé le cadre des futures négociations tout en rappelant le principe suivant: tout peut être discuté sauf l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Le lendemain, 18 septembre 2013, le gouvernement a participé à la réunion du comité de suivi de l'accord de Ouagadougou, à l'issue de laquelle il a officiellement remis à la MINUSMA et à la Croix-Rouge 12 personnes qui ont fait l'objet de mesures de libération. Quatrièmement, le cantonnement. Le gouvernement a informé la MINUSMA et les autres partenaires extérieurs qu'il était disposé à contribuer au financement de l'opération de cantonnement dès qu'un accord interviendrait sur les critères de mise en œuvre. Cinquièmement, le gouvernement prépare activement les assises nationales du Nord. Elles se tiendront avant l'expiration des 60 jours prévus pour le démarrage des discussions avec les groupes armés conformément aux engagements contenus dans l'accord de Ouagadougou. Dans cette perspective, le gouvernement a convoqué les États généraux de la décentralisation pour le 21 et 23 octobre 2013. En outre, un plan de développement accéléré des régions du Nord est en préparation. Son examen figurera à l'ordre du jour des assises. Déjà, les groupes de travail sont à pied d'œuvre pour préparer cette grande réunion, tout comme la préparation du plan de développement accéléré des régions du Nord. Et sixièmement, pour prendre en compte le court terme, un programme d'urgence pour la relance des activités dans les régions du Nord a été finalisé le 26 septembre 2013. C'était là un communiqué du gouvernement de la République du Mali. Le Mali et la bande sahélo-saharienne, nous repartons à New York. Le Mali et la bande sahélo-saharienne étaient au centre d'une réunion de haut niveau à New York, là-bas à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies. Le chef de l'État qui a pris part aux travaux a dévoilé la vision des autorités maliennes pour sécuriser et pacifier le Sahel. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Cette réunion de haut niveau est la 2e du genre organisée par les Nations Unies. Elle intervient
le Mali a trouvé son intégrité territoriale et cela grâce à la mobilisation internationale. Pour autant, la menace terroriste reste bien réelle encore dans la région et les participants à cette réunion reconnaissent tous la nature complexe, multidimensionnelle et transfrontalière de ces menaces auxquelles fait face la région du Sahel. La grave crise multidimensionnelle de laquelle mon pays, le Mali, est en train de se remettre est symptomatique des défis auxquels tous les pays de la région du Sahel sont confrontés. Au nombre de ces défis, l'on retiendra surtout la circulation anarchique des armes de guerre, souvent très sophistiquées, le trafic en tout genre et le sous-développement. Le Mali, à l'instar des autres pays et acteurs impliqués, entend bien appuyer l'élaboration d'une stratégie régionale intégrée préconisée par les Nations Unies pour le Sahel. IBK y apporte toutefois sa touche en proposant l'instauration d'un climat de confiance entre les États impliqués dans la mise en œuvre de cette stratégie. Le Mali ne peut qu'être en phase avec les mesures proposées dans la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, en particulier concernant l'adoption d'une démarche globale et coordonnée permettant de gérer de manière intégrée les problèmes de la région en s'appuyant sur une meilleure connaissance des causes profondes des problèmes posés. Le renforcement de la coopération régionale et l'harmonisation des mécanismes existants capables de faire face aux menaces transfrontalières. À cet égard, il est essentiel, comme signalé opportunément dans la stratégie, que les gouvernements de la région instaurent un climat de confiance et de franche coopération entre eux. Toutes choses sans lesquelles les initiatives les plus robustes demeureront inopérantes. Il faut donc une coopération régionale sincère et effective. La première illustration de cette initiative présidentielle pourrait être la mutualisation des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité des pays concernés. Mais les problèmes du Sahel vont bien au-delà du seul aspect sécuritaire. Je propose la création d'une force multinationale du Sahel capable de se projeter rapidement sur le terrain à la demande d'un État et avec le soutien logistique de nos partenaires. Cependant, le tout sécuritaire ne pourrait venir à bout du fléau qu'est le terrorisme et la criminalité transfrontalière. La promotion d'une gouvernance efficace et inclusive, des efforts de développement équilibrés, la promotion des droits de l'homme, la saine distribution de la justice, entre autres, sont indispensables. C'est pourquoi, dès le lendemain de mon élection à la magistrature suprême de mon pays, je me suis engagé devant tous les Maliens, y compris les représentants des groupes armés que j'ai reçus à Bamako, à résoudre la question du Nord par un dialogue franc et inclusif. Il s'agit de mettre fin de manière définitive à ces rébellions armées récurrentes qui viennent à chaque fois saper les progrès réalisés dans le domaine du développement économique et social de mon pays. Je peux vous assurer que les Maliens sont aujourd'hui engagés sur la voie du dialogue et de la réconciliation nationale dans le respect de l'intégrité territoriale du Mali et de la laïcité de notre État. Enfin, pour le chef de l'État, la première urgence dans le Sahel reste le Mali qui se remet de plus d'une année de crise politico-sécuritaire. Je voudrais du haut de cette tribune lancer un appel à la communauté internationale, y compris au système des Nations Unies, aux institutions financières internationales dont la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, l'Union africaine à travers le NEPAD, pour un engagement total à nos côtés et une meilleure coordination des actions à mener en vue de répondre efficacement aux besoins immédiats et à long terme du Mali et des États de la région. Les domaines concernés sont nombreux: la sécurité, la bonne gouvernance, le renforcement des institutions démocratiques et l'état de droit, ainsi que le développement et l'action humanitaire. Le Mali, pour sa part, reste déterminé à appuyer toutes les initiatives au niveau régional et international allant dans le sens d'une complémentarité intelligente et d'une meilleure articulation des interventions, dans l'optique de trouver des solutions durables aux défis et problèmes qui se posent à la région du Sahel. C'est dans ce contexte que le président IBK a salué l'initiative du président François Hollande de convoquer une conférence sur la sécurité dans le Sahel et en Afrique en décembre à Paris et la prochaine mission d'évaluation des Nations Unies dans les pays du Sahel.
Le ministre de la Défense et des anciens combattants, au nom du gouvernement du Mali, informe l'opinion nationale et internationale que dans l'après-midi du vendredi 27 septembre 2013, les éléments de la garde nationale du Mali en poste à l'agence régionale de la BMS de Kidal ont été victimes d'une attaque à la grenade provoquant la blessure de deux personnels de la garde, mais leur vie n'est pas en danger. Le ministre de la Défense et des anciens combattants condamne cette violence inutile qui intervient à un moment où le gouvernement du Mali, les partenaires donc au processus de sortie des crises et toute la communauté internationale se félicitent d'une avancée significative vers la paix définitive conformément à l'accord préliminaire de Ouagadougou. Le ministre invite les forces armées de sécurité à plus de vigilance pour assurer la protection des personnes et de leurs biens ainsi que les services de l'État. Le ministre rassure les populations que tout est mis en œuvre avec l'appui de l'assistance des partenaires et de la communauté internationale pour assurer la quiétude et la sécurité des personnes et de leurs biens pour faire régner l'ordre et la justice sur toute l'étendue du territoire national. Nous repartons à New York. Là-bas, la première dame a participé aux travaux des premières dames d'Asie, d'Amérique et des Caraïbes. Cette première réunion de haut niveau avait pour but de mobiliser les premières dames sur les 3 continents autour des grandes préoccupations des femmes et des enfants. Boubacar Touré, Ibrahim Koulibaly. Le combat pour un monde meilleur passe par l'amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants. C'est ce qu'ont compris les premières dames d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et des Caraïbes. Elles veulent unir leurs efforts pour un meilleur positionnement des femmes dans leurs pays respectifs. La Fondation Génie Aja Aisé leur offre ce cadre d'échange à travers cette première rencontre. Il s'agit de jeter surtout les bases d'un partenariat dynamique pour l'amélioration des conditions féminines. En la matière, les défis sont énormes, surtout en Afrique, dira Mme Keïta Aminata Maïga. La première dame du Mali a rappelé les dures conditions des femmes du Mali pendant la période d'occupation du Nord par les extrémistes islamistes. Mais l'espoir est permis, dira-t-elle, dans une Afrique qui croule sous le poids des conflits, du sida et de l'insécurité alimentaire. Et le Mali peut compter sur l'expertise de la Fondation Aja Aisé qui s'engage à faire un plaidoyer en faveur de notre pays pour venir en aide aux femmes victimes de ce conflit. Au courrier départ de la présidence de la République, ce message de condoléances, de condamnation du président de la République à M. Uhuru Kenyatta, président de la République du Kenya. C'est avec une grande consternation que le peuple du Mali, son gouvernement et moi-même avons appris l'attaque perpétrée le 21 septembre 2013 contre un supermarché situé à l'intérieur du centre commercial de Westergate par les islamistes Shebab somaliens ayant fait plus d'une 60aine de victimes et provoqué des dégâts matériels importants. Le gouvernement de la République du Mali, qui condamne avec la dernière rigueur cet acte ignoble et barbare d'un autre âge, souhaite que ces auteurs répondent de leurs actes et soient traduits devant les tribunaux. En cette douloureuse circonstance, je voudrais présenter à votre Excellence, aux familles des victimes ainsi qu'au peuple kényan tout entier mes condoléances les plus attristées. Cet autre message, cette fois-ci adressé à Mamoun Hussein, président de la République islamique du Pakistan. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris les pertes en vies humaines et les énormes dégâts matériels provoqués par le séisme qui a frappé votre pays le 25 septembre 2013. En ce moment de deuil et de recueillement au nom du peuple et des institutions du Mali ainsi qu'à mon nom personnel, je voudrais exprimer au peuple frère du Pakistan et à vous-même notre profonde solidarité et nos sincères condoléances. Ici, à Bamako, le Premier ministre a reçu ce matin le bureau du Conseil national du patronat du Mali et les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Les discussions ont porté sur la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé, mais aussi et surtout sur la reprise rapide des activités économiques, occasion pour le chef de gouvernement de présenter aux acteurs de l'économie malienne sa vision et la méthodologie de l'action gouvernementale. Compte rendu, Ibrahim Traoré. 2 audiences étaient inscrites ce vendredi dans l'agenda du Premier ministre. Oumar Tatanli a d'abord reçu les représentants du Conseil national du patronat du Mali. Leur entrevue a porté essentiellement sur la dynamisation du partenariat entre le gouvernement et le secteur privé, un secteur qui reste confronté à d'énormes difficultés occasionnées par la crise que vient de traverser le Mali. Nous avons échangé sur un agenda de travail qui doit être élaboré
et qui est basé sur un partenariat qui doit amener et le gouvernement et le secteur privé à échanger sur les grandes préoccupations économiques de développement de notre pays, à échanger sur la reconstruction du pays, à échanger sur la relance de l'économie dans un cadre de concertation et de dialogue. Et à ce titre, le Premier ministre a indiqué toute sa disponibilité et la disponibilité de tous les membres du gouvernement à se mettre à la disposition du secteur privé de façon à ce que des échanges fructueux et sincères puissent être engagés afin d'apporter, n'est-ce pas, les réponses les mieux appropriées possibles à l'ensemble des préoccupations qui se posent au secteur privé. Le chef du gouvernement a rencontré également les responsables de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali. Là aussi, les échanges ont été dominés par la relance de l'économie du pays. Et la CECIM entend jouer toute sa partition pour relever ce défi. Il a détaillé quelques grands axes de sa stratégie qui consistera toujours à avoir une démarche partagée, une démarche commune d'élaboration et de mise en œuvre des stratégies de conduite aux objectifs assignés. Le gouvernement comptera non seulement sur la CECIM, mais la CECIM aussi, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, n'a pas le choix. Elle est au service de l'État et des entreprises. C'est un établissement public créé à cette fin. Nous sommes donc dans notre rôle naturel d'accompagner l'État et en même temps de conseiller l'État sur la meilleure approche envers les entreprises privées. Nous serons donc là comme les soldats de l'économie, conformément à nos statuts et missions. Le Premier ministre dit attendre beaucoup des différents acteurs de l'économie nationale. Oumar Tatanli a saisi cette opportunité pour encourager le CNPM et la CECIM à œuvrer davantage à la reconstruction et au développement du pays, ce qui nécessite une véritable synergie d'action entre gouvernement et secteur privé. Le Premier ministre poursuit sa visite de courtoisie auprès des institutions de la République. Cet après-midi, Oumar Tatanli a rencontré le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Ali Ibrahim, et celui du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar. À travers ces rencontres, le Premier ministre entend renforcer la collaboration entre le gouvernement et les différentes institutions. Les autorités saisissent également cette opportunité pour échanger sur les défis actuels du pays afin d'y faire face. Cette visite de courtoisie du chef du gouvernement au Conseil économique, social et culturel ainsi qu'au Conseil des collectivités s'est achevée par des bénédictions pour le Mali. Voilà, des bénédictions pour le Mali. Le président du Haut Conseil des collectivités, lui, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur du Ghana en fin de mission dans notre pays. Entre les deux personnalités, il a été question de renforcement de coopération entre le Mali et le Ghana, notamment dans les domaines de la formation, de l'éducation et surtout du commerce. Donald Adabere, ambassadeur du Ghana en fin de mission au Mali, nous donne plus de précisions au micro de notre reporter Youssouf Diakité. I pride myself that I did. Je viens de faire 4 ans au Mali. 4 ans, je me suis fait des amis, beaucoup d'amis. Et pendant ces temps, je me suis réjoui du fait que j'ai pu participer à la stabilisation du pays, du Mali, à travers des entretiens avec mon gouvernement. Nous avons pu envoyer des troupes pour aider le Mali à sortir de cette situation qui n'avait que trop duré. Et je me réjouis du fait que le Mali est en train de retrouver sa place d'antan au niveau du concert des nations. Nous avons parlé de la coopération bilatérale entre le Mali et le Ghana, notamment au niveau du secteur de l'éducation, la formation, au niveau du secteur niveau militaire, au niveau commercial. Notamment au niveau commercial, nous avons tout récemment fait la rencontre, la commission entre le Mali et le Ghana. Normalement devrait se dérouler chaque année, mais à cause des problèmes que nous connaissons tous, ça n'a pas été possible régulièrement, mais nous l'avons quand même tenu le 21 de ce mois-là au Ghana. Et nous avons accentué nos entretiens, nos discussions sur le transport entre le Mali et le Ghana, notamment au niveau des frontières. Comme vous le savez, ce n'est pas toujours facile au niveau des frontières. Donc beaucoup de décisions importantes ont été prises pour faciliter le transport des personnes et des biens. J'ai conseillé le président du Haut Conseil des collectivités territoriales pour qu'il puisse bien suivre ces dossiers avec les autorités compétentes du Mali pour sa mise en œuvre effective.
Et nous avons également parlé de la formation des Maliens au Ghana, et comme la formation même des Ghanéens au Mali. So these were specific areas that Je vous le disais en titre, les responsables de l'éducation et les partenaires techniques et financiers sont en conclave depuis ce matin ici à Bamako dans le cadre des réunions partenaires extraordinaires. Objectif, harmoniser les interventions en vue d'une synergie globale pour remettre le secteur de l'éducation en marche après la crise. Compte rendu, Nando Dambélé. Le présent cadre partenarial est d'une importance capitale aux yeux des responsables de l'éducation. Il se tient dans un contexte caractérisé au plan politique par la fin de la transition avec l'élection du président de la République et au moment où l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation se préparent à reprendre la coopération avec notre gouvernement. Notre pays est aujourd'hui engagé résolument dans une dynamique nouvelle, celle du changement. Et la vision de ce changement au niveau des départements en charge de l'éducation consiste en la refondation du système dans ses différentes composantes afin de le rendre plus performant et compétitif pour une éducation de qualité. L'approche qui consiste à voir le système en un tout, uni, pyramidal, c'est vrai, mais uni et cohérent, permet effectivement de sortir le pays du sous-développement. L'adéquation entre formation et emploi a été aussi évoquée. Notre vision, c'est de fournir des opportunités aux jeunes diplômés, aux jeunes non scolarisés, aux jeunes déscolarisés qui se trouvent sur le marché de l'emploi et qui sont sans réelle qualification. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur adhésion au programme gouvernemental pour mieux préparer les rentrées scolaires d'après-crise. Les partenaires sont mobilisés, ils sont très bien organisés et je crois que nous avons déjà un certain nombre d'outils à notre disposition, au nombre desquels je voudrais citer le groupe partenariat, le partenariat mondial pour l'éducation qui vient de mettre à la disposition du Mali des ressources importantes. Presque 50 millions de dollars, un peu moins que ça. Et je crois que ça, c'est la manifestation, je crois, de l'efficacité du partenariat. Pour rappel, 800 000 enfants en âge scolaire affectés par la crise n'ont pas aujourd'hui accès à l'éducation. Près d'1 200 000 âgés de 8 à 15 ans non scolarisés ont besoin de programmes passerelles. 2486 écoles doivent être réhabilitées, 2486 directeurs d'écoles et 12 578 enseignants ont besoin de formation. Parlons à présent sécurité. Le ministre de la Sécurité poursuit sa visite de prise de contact avec les services relevant de son département. Après la police hier, il a rencontré aujourd'hui le personnel de la gendarmerie nationale. L'insécurité résiduelle, la gestion rationnelle des hommes et le respect de la hiérarchie sont entre autres sujets évoqués par le ministre. Reportage à Gali Agagissa. L'identification et la planification des besoins sont fondamentales pour la réussite de l'action gouvernementale. C'est à cet exercice que s'attelle le ministre de la Sécurité en visitant les structures relevant de son département. Au niveau de la gendarmerie, la rencontre avec le personnel a été marquée par la traditionnelle revue des troupes. Dans son discours de bienvenue, le directeur général de la gendarmerie a énuméré les mots qui minent son service. Constitué pour le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, la gendarmerie est confrontée à plusieurs difficultés. Le sous-effectif pour faire face correctement à nos missions, le manque de matériel spécialisé, de moyens roulants, d'infrastructures et de moyens informatiques. Les défis, certes grands et immenses, ne sont pas insurmontables. Et je profite de cette tribune pour vous annoncer de façon solennelle que la gendarmerie nationale jouera toute sa partition pour relever ces défis sécuritaires. Le ministre a lui insisté sur la discipline tout en s'engageant à améliorer les conditions de travail des hommes en fonction des possibilités du pays. La discipline, c'est la force principale des armées. Elle doit de rigueur. Malheureusement, nous avons constaté que cette discipline a foutu le camp. Mais la discipline doit être accompagnée d'une justice. Si on ne restaure pas la justice, l'égalité, l'équité, dans tout ce que nous faisons, dans notre comportement, personne ne nous suivra. Le fait que les hommes ne soient pas au travail
qui ne soient pas conscients de la mission qu'on leur a confiée, découle un peu de manque de formation. Un hommage a été rendu aux anciens de la gendarmerie qui ont témoigné leur attachement au corps par leur présence à la cérémonie. Le ministre a fait observer 1 minute de silence à la mémoire de compagnons d'armes décédés. Tourisme et développement durable, c'est sous ce thème que le Mali a célébré la Journée mondiale du tourisme. Une conférence débat a été organisée à cet effet. Au cours de cette rencontre, il a été question de la relance de l'industrie touristique au Mali. À titre de rappel, en 2009, le secteur a injecté près de 115 milliards de francs CFA dans l'économie du pays. Reportage Mohamed Diarra. Pour la célébration de la Journée mondiale du tourisme, il n'y avait pas meilleur cadre que les locaux du parc national. Un décor pittoresque qui rime bien avec le thème de la journée, tourisme et développement durable. Le choix du musée, c'est le meilleur élément pour faire la promotion du tourisme, puisque je vous disais tantôt que nos deux valeurs sur lesquelles nous nous basons, c'est la culture et l'environnement. Nous avons ici au parc national non seulement des ressources culturelles, mais également des ressources naturelles. Donc faire valoir ça et faire reconnaître ça à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, c'est une bonne chose. Le tourisme est un secteur convalescent qui se remet petit à petit de la grave crise qui l'a secoué, et cela grâce au retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est pour cette raison que les autorités ont décidé de célébrer la journée dans la sobriété. Le ministère de l'Artisanat, du Tourisme et l'OMATO, vu les contraintes liées aux réalités politico-sécuritaires, fête la journée 2013 dans la réflexion et les échanges, d'où la présente conférence débat. Le thème est d'actualité et nous interpelle tous sur la nécessaire préservation du domaine d'évolution de l'activité touristique, à savoir l'environnement. Cette conférence était animée par l'ancien secrétaire général du ministère de l'Artisanat et du Tourisme. L'orateur du jour a fait le panorama des différentes journées mondiales du tourisme célébrées au Mali. Almami Kouressi a notamment évoqué l'apport du tourisme dans l'économie du Mali. 115 milliards de francs CFA comme recette en 2009. Et depuis, le secteur a connu une baisse drastique due à l'insécurité. Seulement 60 milliards de francs CFA ces 3 dernières années. Ce qui explique qu'il y a nécessité de relancer l'activité touristique. Et le conférencier de proposer 3 solutions. Il y a d'abord une mise à niveau des infrastructures. Parce que quand il y a une baisse d'activité, il y a une tendance à un désintérêt de l'entretien des infrastructures. Il y a également une mise à niveau du personnel. Parce que l'activité pousse tout le monde à être au top. Et que maintenant qu'il n'y a pas d'activité, les gens, on peut baisser les bras. Donc il y a également une mise à niveau de formation. Il faut également aller sur les marchés pour refaire la promotion, pour rassurer la clientèle que le Mali est revenu en zone verte, si on peut s'exprimer ainsi, et que la sécurité étant de retour, donc on peut marcher. Donc c'est les 3 actions de base qu'il faut nécessairement faire pour qu'on puisse avoir un début d'activité normal. L'urgence est donc là, car le secteur du tourisme, selon ses responsables, est la 3e richesse du pays après l'or et le coton. Tout à fait, le tourisme est un secteur porteur. C'est sous le signe de l'approfondissement des relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Mali que Maliens et Saoudiens se sont retrouvés hier pour célébrer l'anniversaire de la réunification du Royaume. La cérémonie s'est déroulée à la résidence de l'ambassadeur en présence de plusieurs membres du gouvernement et de nombreuses autres personnalités. Reportage à Lousséni Touré. C'est en 1932 que l'actuel royaume d'Arabie Saoudite a été créé sous la direction du roi Abdelaziz bin Abdrahman al-Faisal al-Saoud. Le royaume exerce un véritable leadership dans le monde arabo-musulman. Les relations entre le Mali et l'Arabie Saoudite remontent à très longtemps dans l'histoire avec le pèlerinage mémorable du roi Kanko Moussa. C'est un effort conjugué vers un développement sur des principes moraux de musulman à musulman, et qui fait que donc le Mali ne pourrait jamais dire énumérer tout ce que ce pays du roi Fahd, roi Faisal et autres ont fait pour ce pays, les ponts, les routes, les mosquées, les différents voyages des imams de la Mecque, de Médine. Alors donc je crois que c'est de plus harmonie, la formation des étudiants. Depuis, cette relation a gagné en intensité au sein de la Oumma islamique. En témoigne l'augmentation du quota du Mali dans le cadre du pèlerinage. La mesure prise il y a quelque temps par le serviteur des 2 saintes mosquées d'accepter le Mali des mesures qui frappent l'ensemble des pays
musulmans en augmentant le quota du Mali en matière du nombre de pèlerins à 9 000 au lieu de 7 200. La célébration de l'anniversaire du Royaume d'Arabie Saoudite au Mali a toujours mobilisé les Maliens dont l'intérêt pour ce pays ne s'est jamais démenti. À l'occasion de la tenue des élections législatives le samedi 28 septembre 2013 en République de Guinée-Conakry, l'ambassadeur de la République de Guinée ici au Mali a le plaisir d'informer ses compatriotes des lieux de vote ici à Bamako. Chancellerie Faso Kanou, Kalabankoura, école fondamentale, Bankoni, école fondamentale, Medina Koura, consulat, Kati, Lafiabougou, lycée Mamadou Sarr, Djikoroni Para, école fondamentale, Sebenin Koro, école fondamentale et Kanadjigila, école fondamentale. Bientôt, les élections législatives et communales dans notre pays, en prélude à ce rendez-vous, un forum public entre les acteurs politiques et la société civile a eu lieu hier. Organisé par le NDI, le forum a pour but de contribuer à centrer la gouvernance issue des élections régionales de 2013 sur les priorités des citoyens. Compte rendu, Alpha Maïga. Le Mali a connu une crise politique, institutionnelle et sécuritaire sans précédent l'année dernière. L'élection présidentielle cette année 2013 en est le dénouement de cette crise. Et c'est en vue des prochaines échéances électorales, à savoir les législatives et communales, que le NDI a organisé ce forum dénommé Forum public entre les acteurs politiques et la société civile sur la bonne gouvernance. Gouvernance parce que il y a un gouvernement installé et des autorités élues. Gouvernance parce que il y a des élections législatives qui se profilent à l'horizon. Gouvernance parce qu'il y a des élections locales qui arrivent. Le maître mot de la gouvernance politique démocratique, c'est vraiment placer les projets, programmes de gouvernance, au centre de ces projets et programmes de gouvernance, les préoccupations des citoyens. Pour la seule journée, les débats ont été focalisés autour de certaines thématiques, les droits sociaux et économiques et la lutte contre la pauvreté. Ensuite, la justice, la réconciliation et la reconstruction. La participation politique et publique de la femme reste cet autre thème largement débattu. Ainsi, en marge des travaux, la directrice régionale du bureau ONU Femmes pour l'Afrique de l'Ouest a rencontré les femmes leaders de la plateforme. Les femmes ont parlé de manière dont elles se sont impliquées dans le processus. J'ai aussi été saisie par leur geste de solidarité envers mon pays, le Kenya, suite à l'attaque terroriste. Joséphine Odera a ensuite rassuré les femmes du soutien de l'organisation, et cela pour le bonheur de la femme africaine. ONU Femmes restera à vos côtés, non seulement pour les législatives, mais pour toutes les démarches de développement au pays. Parce qu'on voudrait avoir une implication très forte de la femme malienne. On vient d'apprendre que dans un autre pays, le Rwanda, il y a maintenant 65% des femmes dans l'Assemblée nationale. Et est-ce que cela est possible au Mali? L'atelier de formation des agents des douanes sur la convention de Kyoto révisée a pris fin aujourd'hui à Bamako. Durant 4 jours, les douaniers maliens et experts de l'Organisation mondiale des douanes ont révisé cette convention. Abdul Karim Kaba. La convention de Kyoto révisée est un accord international qui fournit un ensemble complet de procédures douanières visant à faciliter le commerce international légitime tout en réalisant des contrôles douaniers qui garantissent la protection des recettes fiscales douanières et la société. Les douanes maliennes recommandent une large restitution des résultats du présent atelier au niveau des structures douanières afin que tous les agents soient au même niveau d'information. L'initiation d'activités d'information et de sensibilisation des partenaires aux procédures de la Convention de Kyoto pour susciter leur adhésion. Les avantages liés à la mise en œuvre de la Convention sont la libération rapide des marchandises, la diminution de coûts pour les entreprises, l'augmentation des investissements directs étrangers et la compétitivité économique. Il y a une rationalisation des contrôles douaniers. Ça permet aussi de dire aux investisseurs, aux milieux commerciaux, comme quoi la douane malienne applique des procédures simplifiées, prévisibles,
Donc quand ils viennent, ils savent à quel traitement ils vont être soumis. Ce sont des douaniers mieux outillés qui retourneront à leurs poches respectives et qui devront être en mesure de rehausser les recettes douanières. J'ose espérer que les connaissances ainsi acquises seront mises à profit en vue de poursuivre la transcription dans la réglementation nationale des normes édictées dans la Convention de Kyoto révisée. Oui, je veux une administration moderne au service de l'État et également soucieuse des usagers et des intérêts de son personnel. Or, cette modernisation passe par la mise en œuvre des normes de la Convention de Kyoto révisée, laquelle a été adoptée par notre pays en 2010. L'application des principes de la Convention de Kyoto permettra la transparence, la standardisation et la simplification des déclarations des marchandises et des pièces justificatives. Les projets ont besoin d'argent pour près de 200 millions de francs CFA et un délai d'exécution d'1 an. Le projet renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des couches vulnérables intervient dans les régions de Gao et Tombouctou. Financé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Mali, il est exécuté par Mizola Mali et Amassa Afrique Verte Mali, compte rendu Batraoré. Les 13 communes concernées ont été réparties en 5 unités. Chacune d'elles reçoit la somme de 600 000 francs CFA. Le geste a une explication. L'argent que nous avons mis à disposition au niveau des femmes, c'est pour leur permettre de rejoindre leur foyer, si ce n'est déjà fait. Parce qu'avec la crise, nous savons que beaucoup de nos femmes ont été obligées de quitter leur lieu de travail pour se disperser à travers le pays. Donc c'est une composante que nous avons mis dans le projet pour permettre à nos femmes de déjà retourner au niveau de leur foyer pour se préparer à faire le travail. Pour les bénéficiaires, ce don résout en partie les difficultés nutritionnelles dans les régions du Nord. L'argent là est venu à point, parce qu'elle chôme. Nous, en produisant, on livre à les pharmacies, et les pharmacies sur le champ nous donnent l'argent, et nous donnons leur période. Et ça fait 2 ans qu'elles vivent comme ça, elles passent tout le temps à me téléphoner. La somme là va être bien utilisée parce que c'est des femmes pauvres. Cette action vient en prélude à la reprise effective des activités. En effet, la réhabilitation des infrastructures détruites lors de la crise sera la prochaine étape, ce qui va permettre au projet de poursuivre ses actions de renforcement nutritionnel et alimentaire dans les zones d'intervention. Écho de nos régions, les travaux de la cour d'assises de Bamako en transport à Ségou ont pris fin ce vendredi. Cette session de la cour a eu à se pencher sur 44 affaires, parmi lesquelles les cas de crimes de sang, viol et vol qualifiés. Les détails, c'est avec Honoré Thienou. La 3e session ordinaire de la cour d'assises 2013, siégeant à Ségou, vient de clore ces 44 affaires inscrites au rôle. Parmi celles-ci, 4 genres principaux: crimes de sang, viol, assassinat et vol qualifié. L'affaire des 82 accusés, dont 76 en détention, a montré des verdicts suivants: 18 peines d'emprisonnement ferme, 3 cas avec une condamnation assortie de sursis, 28 condamnations à la réclusion à temps, 2 peines de mort et 20 acquittements. Ce qui impose à l'État de reprendre en main son autorité. Parce qu'aucun État, nous l'avons toujours dit, aucun État ne peut survivre dans la mollesse. Il ne s'agit pas d'être oppressif, mais de faire respecter la loi. On l'a dit toujours, dure lex, cette lex, c'est la loi. Elle est dure, mais c'est la loi, qu'on l'applique. Mais tant que l'État est dans une phase, je ne sais pas, de mollesse ou d'absence totale, ce n'est que cela qui se commet. Donc il faut reprendre la main aujourd'hui, je prends l'État, sérieusement, sans oppression, sans injustice, mais de façon à ce que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Ce qu'il faut surtout retenir, et c'est là même qui montre une grave insécurité au Mali, est la prépondérance des infractions des crimes de sang. En tout cas, cette cour d'assises de Bamako à Ségou serait bien passée malgré quelques insuffisances constatées. D'abord, une bonne organisation de la session, le respect d'un principe essentiel en matière pénale, c'est le respect du principe de la présomption d'innocence. Nous pouvons également retenir le respect des droits de la défense. Ce sont des éléments essentiels en matière pénale. Mais aussi, nous pouvons retenir quelques insuffisances que nous avons constatées dans certains dossiers dans lesquels les avocats ont été commis d'office. Beaucoup de dossiers incomplets ont été renvoyés à une session ultérieure.
Une réunion d'information et de sensibilisation sur l'accord de Ouagadougou s'est tenue au gouvernorat de Caille. Les cadres civils, militaires, les collectivités et la société civile ont été suffisamment informés sur les 25 articles de cet accord. Ils ont fait des propositions de recommandations à l'endroit du gouvernement en vue des futures négociations avec les groupes armés. L'une de ces recommandations invite les nouvelles autorités à prendre tout leur temps pour mieux préparer ces négociations et à tenir compte des préoccupations de l'ensemble des Maliens. Chaka Konaté. L'objectif de cette rencontre est d'expliquer aux cadres, aux collectivités et à la société civile de la première région le contenu de l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif des paix au Mali, signé le 18 juin 2013 à Ouagadougou. Le document qui comporte 25 articles met l'accent sur le respect de l'unité et de l'intégrité territoriale, la laïcité et la forme républicaine du Mali, ainsi que les recours au dialogue pour résoudre la crise du Nord. Le premier objectif de l'accord, c'est-à-dire l'organisation de l'élection présidentielle étant atteint, il s'agit de préparer maintenant la deuxième phase, celle des futures négociations. Le nouveau gouvernement a opté pour une approche participative, recueillir les préoccupations de l'ensemble des Maliens avant l'ouverture de ces futures négociations. La journée d'aujourd'hui, c'était en droite ligne des recommandations du gouvernement qui a une nouvelle vision et une nouvelle approche en termes de négociations et d'accords. Dans ce ordre-là que le gouvernement a demandé à tous les représentants de l'État d'informer largement la population et en même temps de recueillir leurs sentiments et surtout leurs propositions afin que les accords, les négociations futures puissent prendre en compte leurs préoccupations. Certains intervenants proposent au gouvernement de négocier seulement avec les groupes représentatifs des différentes communautés du Nord, de prendre en compte les préoccupations de tous les Maliens, qu'ils soient du Nord ou du Sud, d'éviter une décentralisation qui entraîne l'État ou d'accorder l'autonomie aux régions du Nord. D'autres intervenants recommandent qu'il n'y ait plus de complaisance dans la mise en œuvre du volet d'insertion, bref, l'égalité des chances pour tous, autrement dit, que les anciens combattants passent par la voie normale pour avoir accès à certaines fonctions. Les troisièmes invitent le gouvernement à prendre tout son temps pour préparer les futures négociations afin d'éviter les erreurs du passé. Exercice similaire en 5e région. Là-bas, le chef de l'exécutif régional et ses proches collaborateurs étaient face à toutes les sensibilités régionales pour expliquer le contenu des accords de Ouagadougou entre le gouvernement du Mali et les rebelles. Un cadre d'échange jugé très utile par les participants. Jules Sambou Sissoko. L'exercice était délicat mais très utile et opportun, à savoir expliquer à toutes les sensibilités de la région de Mopti le contenu des accords de Ouagadougou entre le gouvernement du Mali et les rebelles armés. Le gouverneur Ibrahima Amma, entouré de son cabinet au grand complet, a bien assuré pendant 3 heures d'horloge. Et pour quel intérêt? À cette occasion, nous avons fait une lecture commentée des différents articles. Et aujourd'hui, les cadres régionaux, les délégations locales qui sont venues, composées des préfets, des présidents de conseils de cercle, des présidents des associations des municipalités et des représentants de la société civile, tout le monde est au même niveau d'information pour pouvoir demain mieux participer à toutes les rencontres qui auront lieu dans le futur sur la réconciliation nationale dans notre pays. Cette rencontre a soulevé beaucoup d'interrogations relatives notamment au terme Azawad, au désarmement et cantonnement des groupes armés et aux missions de la commission technique mixte de sécurité. L'idée et le sens de ce cadre sont compris. Tous les Maliens doivent savoir aujourd'hui à quoi effectivement l'État s'est mis pour effectivement passer dans les accords. Il faut se dire la vérité. Les accords, c'est vrai, ça peut nous amener la paix, mais il faut aussi faire attention. Toujours à Mopti, la fondation Orange Mali vole au secours des élèves des communes de Konna et Douanza. Elle vient de leur remettre des fournitures scolaires d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La remise de ce matériel a eu lieu mercredi dernier dans les locaux dans les 2 localités. Nous retrouvons le compte rendu de Moustapha Doumbia. D'un coût global de 10 millions de francs CFA, ces kits scolaires remis par la Fondation Orange Mali aux populations de Konna et de Douanza sont composés de sacs d'écoliers,
des cahiers, des bics et d'autres fournitures scolaires. La Fondation Orange Mali a tenu à marquer de sa présence aux côtés des populations touchées de Konna et de Douanza à la veille de la rentrée scolaire 2013-2014. Depuis des années, la Fondation Orange Mali se positionne confortablement dans le leadership des organismes appuyant fortement des activités de développement multiforme du pays, en favorisant la mise en œuvre progressive de ces plans d'action en conformité avec nos différents domaines d'intervention, à savoir la santé, solidarité, l'éducation et la culture. Les kits remis aux autorités scolaires de Konna et de Douanza doivent être mis à la disposition des élèves des premiers cycles des deux localités. Cette cérémonie de remise des kits scolaires influera très positivement sur le comportement quotidien des enfants, tant en milieu scolaire qu'au sein de leur famille. La crise a profondément secoué le cercle de Douanza, mais l'élan de solidarité que nous avons bénéficié auprès des différents partenaires nous a permis aujourd'hui vraiment de surmonter beaucoup la crise. Au nom des autorités administratives et politiques du cercle de Douanza, trouvez l'expression de notre profonde gratitude et nous vous disons merci une fois de plus et bonne continuation. Les différents intervenants à Konna et à Douanza ont tous salué l'accompagnement de la Fondation Orange Mali. À Gao, l'association pour le développement intégré en zone sahélo-saharienne vient de procéder au lancement du projet d'appui à la sécurité alimentaire dans la commune rurale de Téméra, dans le cercle de Bourem. Ce projet consiste à améliorer la production et la productivité dans la zone. Pour une durée de 10 mois, le projet est financé à plus de 29 millions de francs CFA par la deuxième phase du programme d'appui aux organisations de la société civile. Nous retrouvons Drissa Kone. Initié par l'Association pour le développement intégré en zone sahélo-saharienne à Dizos, le projet d'appui à la sécurité alimentaire vise à atténuer les risques d'insécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de Téméra. Ce projet portera essentiellement sur un axe principal, à savoir la consolidation de 4 digues de ceinture au niveau de 4 villages sites que le conseil communal de Téméra aura à définir et valider. Nous pensons appeler les chefs de village, les 16 villages concernés, qu'ils voient eux-mêmes les villages plus diminués concernant les digues pour faire le choix. Dans ce cas, nous pensons qu'avec ça, ces villages soignés vont être un peu mieux par rapport aux autres. Financé par la deuxième phase du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOS 2, il est appuyé par l'Union européenne, la Suède, le Danemark, la Suisse et le Canada pour un montant de plus de 29 millions de francs CFA. Pendant 10 mois, l'ONG Adizos compte mettre en marche les activités alimentaires et nutritionnelles des milliers d'habitants de cette zone. La commune rurale de Téméra compte 16 villages et 10 fractions. Située à la porte du désert, Téméra est défavorisée par les aléas climatiques, à savoir les vents chauds avec un ensablement de dunes. Ces aspects ne sont pas du tout favorables aux activités agricoles. Sport basketball, le Mali est éliminé de l'Afro-Basket féminin 2013 qui se joue au Mozambique. Les filles ont été battues en quart de finale 67-44 par les Lions du Sénégal, c'était tout à l'heure. Les autres résultats, le Cameroun a battu la Côte d'Ivoire 62-48, l'Angola a gagné 84-49 face à l'Égypte. Enfin, le Mozambique s'est imposé face au Nigeria 77-74. En demi-finale demain, le Mozambique jouera contre le Cameroun et le Sénégal affrontera l'Angola. Vous pourrez suivre ces rencontres en direct sur la télévision nationale. Suivez aussi après ce journal l'intégralité du discours prononcé sur la tribune des Nations Unies par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 13h Amara Mali Diallo. Je vous donne rendez-vous s'il peut être demain pour la grande édition du soir. L'information se poursuit sur notre chaîne www.ortm.ml. Au revoir.